Salut à tous les amis, bienvenue sur cette nouvelle vidéo, nouvel épisode des interviews confinées des pilotes du championnat de France de la montagne. C'est déjà la 7e vidéo. Vous pouvez retrouver les anciennes vidéos, vous le savez, sur le groupe des Mordus de la course de côte sur Facebook et bien évidemment toutes celles qui vont suivre prochainement dans les prochains jours. Je suis en compagnie de pilotes de F3 ce soir. C'est un plateau spécial monoplace, spécial F3 qu'on vous a concocté. Je vais vous présenter mes invités du jour. On va commencer déjà par celui qui a terminé deuxième du Challenge Open en F3 cette année. Il s'agit de Clément Lebeau. Salut Clément. Salut Pierre, salut à tous. On va passer maintenant à celui qui a terminé troisième cette année du Challenge Open F3. On a le podium avec nous, c'est plutôt cool. Il s'agit de Ludovic Chaulier. Salut Ludovic. Salut Pierre, salut les gars. Et puis enfin, le vainqueur du Challenge Open F3 cette fois. L'homme à battre en F3, il nous en parlera un petit peu depuis quelques années. Il s'agit de Billy Ritchen. Salut Billy. Salut Pierre, bonjour les gars, comment ça va? Bon, merci à tous d'être là. Merci à tous les trois d'être à mes côtés. Première question que je pose à tous mes invités. Comment se passe votre confinement? Ludovic, explique-nous tout. Qu'est-ce que tu fais pendant cette période? Pour moi, le confinement, il n'a pas changé grand-chose parce que je travaille toujours, parce que je travaille en Suisse la semaine et puis le confinement, il est un petit peu différent ici. Donc, ça n'a pas changé grand-chose pour la semaine. Et puis, le week-end, quand on rentre à la maison, on reste au chaud et puis on travaille un petit peu autour, dedans la maison. Mais voilà, quoi, on reste au calme et puis on patiente tant bien que mal, quoi. Bon, toi, tu as de la chance. Tu es le moins confiné de tous les pilotes, on va dire. Ouais, moi, en fait, ça n'a pas tellement changé ma vie, si ce n'est que là, j'aurais dû sans doute réviser des voitures qu'on avait roulées en circuit. Puis là, elles sont prêtes, donc on passe à d'autres voitures. Et puis voilà, quoi. Bon, écoute, j'ai de la chance, ouais. Voilà, et puis c'est du temps de gagner au moins pour la suite. Billy, ton confinement, comment ça se passe? Pour ma part, c'est un petit peu comme Ludo. Je travaille en Suisse la semaine, du coup, je ne suis pas confiné, je travaille. Donc, ça ne m'a pas changé grand-chose non plus. Donc, voilà, on a adapté un petit peu mes horaires par rapport à tous les clients qu'on avait la semaine, mais je rentre un petit peu plus tôt à la maison. Ça me permet de bricoler pareil à la maison, un petit peu à l'extérieur. Puis voilà, quoi. On adapte un petit peu, mais ouais, ça n'a pas vraiment changé grand-chose non plus au cours de ma vie, quoi. Bon, ça va. Du coup, tous les deux, vous avez de la chance. Vous profitez pour nous et puis nous, on attend. Voilà. Clément, comment ça se passe pour toi le confinement? Bon, ça va, on arrive à faire des choses qui traînaient depuis un moment dans la maison, parce que moi, je suis arrêté depuis l'annonce du confinement, depuis le mardi. Donc, après, moi, la voiture était prête. Donc, bon, là-dessus, j'ai remis la bâche et puis voilà, on attend. En espérant pouvoir l'enlever rapidement. Ouais, là, je l'ai enlevé pour ce soir déjà. Mais C'est voilà. déjà bien, on voit ta F3 derrière. Effectivement, tu nous fais le plaisir de la voir. C'est la seule F3 qu'on verra aujourd'hui. Mais ça fait déjà plaisir de voir une auto de course. C'est toujours ça de prix, quoi. Toujours ça de prix. Bon, super les gars. Clément, reste avec nous puisque je vais commencer par toi. On va essayer d'en apprendre un petit peu plus sur ta carrière, sur tes dernières saisons en course de côte. Alors, on va commencer par le début. Toi, en sport auto, en fait, tu as démarré par le slalom et juste avant, si je ne dis pas de bêtises, tu es rentré dans le sport automobile, notamment par une opération qui était menée avec le concours de la FFSA à l'époque, qui s'appelait les lycées dans la course. C'est ça? C'est ça, je vois que tu es bien renseigné. Je révise un peu quand même. Je révise un petit peu. Parle-nous un petit peu de ce début de carrière, justement, Clément. Moi, j'ai commencé donc avec le lycée La Jolivrerie donc à aller sur les slaloms. C'est vrai que c'était pour moi déjà un attrait au niveau de la mécanique, s'occuper de la voiture et tout ça. Et puis en 2010, j'avais mon permis, donc j'ai fait les sélections du lycée. Et puis j'étais pilote suppléant, donc j'ai fait une course dans la saison, en fait, un slalom qui était à Fontenay-le-Comte. Et forcément, j'étais au niveau classement très loin. Mais on va dire que c'est ça qui a donné le déclic pour la suite, quoi. Donc, Okay. On peut dire que c'est au commencement de tout le reste, quoi. C'est le démarrage, ouais, c'est ce qui t'a lancé un petit peu, qui t'a donné le goût du sport auto. Alors, je crois que tu démarres avec une AX, c'est ça, en slalom? C'est ça, ouais. En fait, j'avais un ami qui était avec moi au lycée et qui s'occupait aussi de la Formule Campus avec moi.
Et un jour, et c'était un peu un délire, il a dit tiens, je vais acheter une AX GT et puis on va faire du loisir. Donc bon, bah, c'était plutôt sympa. On a fait une saison en loisir pour se mettre un peu dans le bain, quoi. Ça t'a permis d'apprendre un petit peu. Et après, tu passes à la F3. Tu restes en slalom, mais en tout cas, tu décides de changer de monture. C'est en 2013, hein, c'est ça que tu passes à la Alors, Formule 3, comment? alors en fait, il y a un petit épisode juste avant. J'avais un ami qui était en slalom depuis de nombreuses années, Jean-Luc Jarret, euh, qui m'a en fait proposé le volant de sa Martini justement l'année d'après, en fait, en 2012. Donc, c'était juste avant que j'achète ma F3. C'était ton premier saut en monoplace, j'imagine, à l'époque. Et donc, tu vas faire quelques slaloms jusqu'à 2016, hein, c'est ça, Clément? Ouais, c'est ça, ouais. La dernière saison de slalom, c'est 2016, ouais. Quelques podiums, des perfs plutôt sympas. Ça t'a permis aussi comment dire, d'augmenter ton niveau de jeu au fil des ans avec cette voiture que tu connaissais un peu mieux. Oui, tout à fait. En plus, c'est vrai que c'était une auto qui était un peu vieillissante. T'es de 89, t'es une Reinhardt de 89. Donc, on commençait déjà à voir les F3 modernes, on va dire, en slalom arriver. Donc, c'était un peu dur de rivaliser. Donc, je l'ai fait évoluer 3 ans, je crois. Et puis après, j'ai acheté la 301 en 2016. Ouais, donc une auto bien plus récente pour le coup. Et donc, Mm, toi, tu arrives en course de coach. Je crois que tu fais tes premières courses, c'est en 2017. Tu tout découvres à la fait. discipline. Et de ce Mm. que j'ai compris, ça a été un peu une révélation pour toi. Tu as vite compris que la course de côte, c'était ton truc, quoi. Ouais, ouais. Après, une révélation, pas forcément, parce que en fait, pour moi, c'était la suite du slalom. J'ai déjà pris un pied énorme en slalom et j'avais la soif d'autre chose, quoi. Voilà, quand j'ai été voir quelques côtes par ici, la Pommeraye notamment. Et donc là, je me disais, ouais, le jour où vraiment je serais bien avec la voiture, j'irai faire de la côte, quoi. C'était dans Ça ma va. tête déjà dès le départ, quoi. Ah oui, oui, puis en plus, pour se donner l'eau à la bouche, c'est vrai que la pommerie, c'est pas c'est pas la plus lente des courses. Mm. Donc, effectivement, en 2017, tu fais 4 manches, hein, du championnat de France. Enfin, du moins, tu participes à 4 manches inscrites au championnat, plus quelques courses régionales. Et donc, ça te donne l'envie en 2018 de t'inscrire à ton premier challenge Open en F3, à participer au championnat de France, hein, c'est ça? Ouais, c'est ça. En fait, dans ma tête, la saison de 2017, c'était vraiment pour découvrir les tracés. Et puis, 2018, je me suis dit, voilà, on va essayer de faire une saison un peu plus complète, quoi. Bon, et parle-nous de cette saison, concrètement, comment tu l'as vécu, comment tu as ressenti, toi, cette première saison en championnat de France? Bah, très bien. Déjà, il n'y a pas eu on va dire, il y a pas eu de pépins sur la voiture, donc c'était déjà le point positif. Quand on n'a que le pilotage à se concentrer et puis réviser les caméras, c'est déjà une bonne partie du boulot de fait. Donc après, c'est que du plaisir et puis on essaye de se donner au maximum, même si c'était le début, donc c'est pas évident et ça le reste encore aujourd'hui. Donc faut toujours travailler. Bon, et malgré cette saison, quand même, tu t'en sors pas mal. Tu termines sixième du Challenge Open. Et donc, en 2019, pour justement attaquer la saison 2019, tu tentes un petit pari parce que tu décides d'acheter la voiture de Sarah Louvet qui avait été accidentée quelques mois plus tôt, notamment parce qu'il y a la boîte séquentielle. Donc à ce moment-là, ça te permet aussi de franchir le cap avec une auto un peu plus moderne, quoi, hein. Et là, par contre, tu décides d'y greffer le moteur donc, de ta 301, c'est ça? Ouais, c'est ça. En fait, il y avait un pari à faire. En fait, c'était la voiture de Sarah était à vendre, mais sans le moteur, parce que David voulait récupérer le moteur. Donc après, moi, je me disais, je peux mettre l'Opel dedans. Il y en a eu, ça marchait. Donc pourquoi ça marcherait pas? Donc après, c'était techniquement, il y avait quand même des petites choses à voir. J'ai réussi à me débrouiller un peu avec tout le monde. Voilà, il y a pas mal de gens qui m'ont aidé. Donc j'ai réussi à le faire dans les temps. C'était surtout ça qui m'inquiétait, parce que j'ai été chercher la voiture mi-décembre et elle était prête début février. Donc Ouais, là, ok. j'étais content.
Et puis le pari, c'était quand même de mettre ce bloc à la place du bloc Mercedes, parce que c'est vrai que la voiture, à la base, elle est quand même conçue autour, pardon. Bon, malgré tout, tu fais des essais en pré-saison avec cette voiture, tu te rends vite compte qu'il y a du potentiel, hein. Ouais, bah, c'est vrai que le moteur, bon, bah, je le connaissais par cœur, hein. Je l'ai refait quand j'ai acheté la 301. J'ai pas mal roulé avec la 301. Donc, il n'y avait pas de surprise sur le moteur. Par contre, c'est vrai que le fait d'y greffer cette boîte séquentielle, ça change tout, quoi. Le moteur, on a l'impression que c'est plus le même. On travaille toujours dans une plage qui est très linéaire. Donc, c'est que du bonheur, quoi. Bien sûr, et puis bon, ça a forcément permis pour toi d'augmenter ton niveau de jeu, parce que fatalement, l'auto est plus performante. Et bon, bah, tout ça réuni avec le fait que tu connaissais davantage les épreuves, ça te permet de terminer cette saison 2019, du coup, à la deuxième place du Challenge Open F3, entouré de ces messieurs qui sont, qui sont à nos côtés, justement. Comment tu juges ta saison 2019, toi, Clément? C'est avec un petit peu de recul. Bah, clairement, être deuxième du championnat, c'était pas l'objectif, hein. Voilà, j'ai roulé du mieux que j'ai pu tout le temps. J'essayais le but premier, c'était d'améliorer mes chronos de la saison d'avant. C'est ce que j'ai réussi à faire dans la plupart des épreuves. Donc après, j'étais déjà satisfait de moi-même et de la voiture, puisque bah, pareil, pas de soucis mécaniques. Voilà, tout roule. J'avais juste à changer les rapports et à changer les roues. Donc voilà, quand c'est comme ça se passe bien, quoi. Bah ouais, c'est clair, pas de comment dire, de gros entretiens, pas de grosses choses à faire, donc c'est plutôt cool. Ça t'a permis d'ailleurs, on le signale, de terminer 12e du championnat de France de la montagne, toutes catégories confondues en catégorie sport. Ton programme en 2020, Clément, tu avais prévu de faire quoi? Eh ben, tout simplement de refaire la même chose. Peut-être, j'aurais bien aimé découvrir l'épreuve de Champs-Rousse que je connais pas. Donc, on verra si c'est possible ou pas. Pour l'instant, on ne sait pas quand est-ce qu'on pourra poser les roues par terre. Mais voilà, autrement, le programme était sensiblement le même sur le papier, en tout cas. Et toujours fidèle à ta Dallara, du coup, F303 qu'on a derrière toi. Tu peux nous la montrer peut-être un petit peu en détail? Ouais, bah, on peut. On va essayer ça. C'est une nouveauté, voilà, on invente de nouvelles choses dans notre émission. En direct, en Une petite immersion visite du garage. voilà, en immersion dans le garage de Clément Lebeau, les amis. On va découvrir un petit peu cette auto. Je sais pas si on voit, parce que du coup, je suis à l'envers. Écoute, on est pas mal, bon. on s'y croirait, hein, on s'y croirait. Donc voilà, elle est prête, elle attend plus que le feu vert. Elle attend plus que le feu vert des autorités et puis Voilà. le début du championnat. Bon, c'est cool. Merci beaucoup, Clément, d'avoir répondu à mes questions. Reste à mes côtés, tu le sais, parce qu'à la fin de cette émission, on va avoir un petit quiz, hein, vous serez tous concernés. Merci en tout cas d'avoir accepté de jouer le jeu. Je vais me tourner maintenant vers mon deuxième invité de ce soir. Il s'agit de Ludovic Cholet, qu'on connaît bien sûr, en course de côte depuis de nombreuses années maintenant. Alors, Ludovic, parle-nous un petit peu de ton début de carrière, toi qui est né dans le sport automobile par l'intermédiaire de Patrick, ton papa notamment. Je crois que tu as démarré un petit peu avec du kart et tu faisais un peu de moto aussi à l'époque, hein, c'est ça? Oui, j'ai faisais un petit peu on va dire, de motocross, un petit peu, mais pas tellement de compétition, mais beaucoup de pratique, on va dire. Et après, j'ai fait aussi un petit peu de kart en loisir à partir de l'âge de 15 ans. Et puis, mon père roulait déjà en course de côte et en slalom à l'époque, donc c'était presque tous les week-ends. Donc, le kart, c'était vraiment entre deux, puis c'était un petit peu aussi pour se former, on va dire. Et j'ai fait ma première course de côte en 2004, quand j'avais 18 ans, juste après le permis, au mois d'août. J'ai passé au mois d'août le permis, puis au mois d'août, je faisais ma première course de côte en double monte avec la F3 de mon père, une Dallara 390. Et puis après c'est parti dans l'année 2005. J'ai roulé avec cette voiture parce que mon père l'avait vendue à son frère et qui me l'avait mis à disposition vraiment pour toute la saison. À l'époque, c'était des saisons, on va dire, de 5-6 courses parce que ben voilà, j'étais encore à l'école, j'étais en BTS. Et puis, on se débrouillait avec les moyens du bord, c'est-à-dire que c'était
la voiture de ma mère pour tracter la remorque d'un copain qui me prêtait. C'était voilà. Et après, je suis parti en 2007. Je suis parti à l'école faire une école au Mans de sport auto, faire une licence après mon BTS. Donc là, j'avais plus de voiture. Ben, j'avais déjà pas de voiture à moi à la base. Et en fait, je faisais peut-être 3-4 courses par saison quand je pouvais, quand je revenais dans la région en double monte avec mon père, avec une Dallara 394. Et puis après, ben voilà, j'ai circonstances de la vie, ben voilà, travailler, etc. Donc, c'était jusqu'en 2010 où je faisais très, très peu de courses par année. C'était toujours de la double monte avec mon père, avec la voiture de mon père, avec lui, ou eh ben, un petit peu avec mon frère quand il pouvait aussi. Et c'est qu'à partir de 2010 en fait, que j'ai acheté ma première voiture, que j'ai pu m'acheter ma première voiture, puis vraiment faire les courses que je voulais moi en suivant mon père. Voilà quoi. Puis j'ai commencé en 2010 en faisant que du régional, vraiment pour apprendre parce que ben, j'avais quand même pas beaucoup d'expérience. Et puis j'ai dû commencer en 2011 à faire quelques courses du championnat, mais c'était vraiment celle de l'Est, on va dire Viafan, Turkheim, Abrège-Villers, des choses comme ça quoi. Et il y a qu'en 2017, je crois, où je me suis inscrit au championnat parce que ben là, j'avais un peu plus de facilité, on va dire, avec mon travail. J'ai réussi à caser 6 ou 7 courses du championnat. Et puis où je me suis axé que là-dessus. En général, je fais que du championnat, puis une course ou deux, on va dire en Suisse, des choses comme ça. Mais c'est essentiellement du championnat maintenant. Bon, bah voilà, c'est bon, il a tout dit. Il n'y a plus besoin de, il a plus besoin de revenir dessus. Non, on va quand même, bien évidemment, revenir sur certains points de ta carrière, quand même, Ludovic, parce que c'est vrai que toi, tu as un parcours atypique. Tu as attendu longtemps avant d'acheter ta première auto. Si mes notes sont exactes, tu as attendu 2009-2010. Hein, voilà, c'est ce que tu disais pour être vraiment au volant de ta propre auto. Pourquoi pas avoir franchi le cap avant? Alors, il y a certes le côté études et professionnel qui t'empêchait de t'inscrire sur des programmes complets. Mais pourquoi tu n'as pas finalement décidé d'acheter une auto avant et pourquoi tu as attendu cette date pour avoir ta propre voiture? Tout simplement, c'était. J'aurais bien aimé commencer à 18 ans direct, ça c'est clair. Mais après, ben voilà quoi. Ouais, je suis assez réfléchi et puis assez posé, on va dire, de ce côté-là. Et j'aimerais bien ouais, franchir les caps plus vite, mais je fais vraiment en fonction de ce que je sais faire et ce que je peux faire. Parce que ben voilà quoi, tous les jours, je travaille sur des voitures de course, donc des gros, ouais, vraiment des modèles très très puissants, etc. Mais là, en fait, je voulais vraiment pouvoir tout gérer moi-même. Et puis, même en 2010, la chance que j'ai eue, c'est que mon père, au début de saison, n'avait pas de voiture. Donc, en fait, je prenais sa remorque avec son 806, puis ben, on allait de course en course comme ça. Et puis, lui, il est arrivé qu'en fin de saison. Et puis après, c'était un peu compliqué parce que c'est pas le tout d'acheter la voiture. Il faut quand même après une remorque, une chose comme ça, quoi. Et honnêtement, ouais, je voulais pas me tromper en investissant dans une voiture parce que c'est quand même ça coûte cher. Et après, il y a tout ce qui va autour, la remorque, le véhicule tracteur, etc. Et donc là, j'ai vraiment fait à partir de là pour être sûr de pouvoir en fait m'autogérer. Et puis, même si ben, ce n'était pas de l'autogérance, on va dire à 100%, parce que ben, mes parents sont quand même là. Et puis, si j'ai besoin d'eux, ils sont là, quoi. Mais c'est vrai que j'aime bien faire moi-même, en fait, on va dire. Ouais, et puis programme réfléchi, voilà, sans faire comment dire, de folie. On l'a bien compris, donc ça, c'est plutôt à ton honneur. Alors, malgré tout, malgré le fait, parce que c'est vrai que tu as quand même souvent eu des programmes un peu hachés, je dirais, parce que bah, voilà, professionnellement, tu n'as pas forcément toujours pu te permettre de faire des gros volumes de courses. Tu as fait quand même quelques belles perfs, parce que notamment en 2010, la finale de la Coupe de France, tu termines meilleur jeune. C'était du côté de Châtel-Guyon, si je ne dis pas de bêtises. Tu réédites aussi une belle perf à la finale à Limonest en 2016, si je ne me trompe pas, où tu termines troisième aussi, derrière Marcel Sapin et Yannick Latreille. Donc, bon, plutôt quand même des belles perfs. Frustré un petit peu d'avoir jamais gagné cette Coupe de France ou pour le coup, tu es plutôt content de ces perfs, toi? Non, non, parce que quand on voit une finale, on ne sait jamais comment ça peut se passer. C'est vrai que ma première finale, c'était la première année où vraiment je faisais avec ma voiture. J'ai fait vraiment beaucoup de courses parce que ben voilà, j'étais parti là-dedans. Et puis c'est vrai que ben voilà quoi.
meilleur jeune, troisième. Je ne m'y attendais pas, surtout que c'était un week-end qui était vraiment bizarre parce que ben voilà, il y a plu, il y a machin et tout s'est joué dans la dernière. Moi, j'avais pas beaucoup d'expérience par rapport aux autres, donc franchement, pour moi, si j'avais une saison à retenir, c'est presque celle-là parce que c'était ma première vraie saison et puis j'ai dû faire 15 courses sur 15 courses régionales. C'est 15 podiums, ça doit être 5-6 crashs de suite parce que ben ouais, ça marchait. Je faisais des courses toutes les deux week-ends ou même presque tous les week-ends. Donc, puis on était jeunes, un peu fous, et puis voilà quoi. Non, c'est haché parce que ben, maintenant il y a le travail, et puis sans le travail, je pourrais pas faire de courses. Et puis mon boulot, c'est en fait, j'adore ça quoi. Donc, si je suis pas en week-end de course, je suis peut-être en week-end sur un circuit. Donc, l'un dans l'autre. Jusqu'il y a 2 ans, ben, j'étais plus mécanicien sur les circuits et puis maintenant, je fais mécano et à la fois pilote. Donc, c'est vrai que l'un dans l'autre, franchement, c'est top. Mais c'est vrai que la course de coach, je la garde parce que c'est quelque chose que je fais en famille et puis que je retrouve des potes et puis on se tire la bourre et puis voilà. Donc, ça, c'est cool, quoi. C'est ça le côté, quoi. Ouais, alors ça, justement, je voulais y venir. C'est vrai que c'est une particularité de la famille Cholet hein, en sport automobile. C'est que vous êtes voilà, tout le temps ensemble, du moins le plus possible. Et d'ailleurs, il y a un moment justement sur lequel je voulais revenir de ta carrière. C'était il n'y a pas si longtemps. Finalement, tu décides de laisser ta voiture à ton père pour que vous ayez tous avec ton frère et ton père la même auto et que vous puissiez, ou enfin du moins des autos les plus proches possibles pour que vous puissiez travailler le plus facilement possible dessus. Ça, c'est fin 2017, hein, je crois. Fin 2017 en vue de la saison 2018, si je ne dis pas de bêtises. Ouais, voilà, ça se passe. En fait, on sait toujours. Mon père a commencé par nous prêter sa voiture. Déjà, il n'avait pas peur à base parce que. Et il y a un moment donné, en 2010, lui, je lui ai prêté un tout petit peu ma voiture en début de saison. Il faisait un peu les courses du championnat avec parce que lui, il avait vendu la sienne puis il savait pas ce qu'il voulait racheter. Et puis, ça a eu une petite période de transition. Et puis après, ouais, on a toujours essayé. On est resté en F3 parce que c'est quelque chose qu'on connaît quand même maintenant bien parce que mon père a commencé en 2000 à rouler avec une F3. Donc maintenant, on connaît bien. Et puis après, tout ce qui est pièces, les choses comme ça, c'est vraiment plus simple. Et le fait d'avoir sur les 3 voitures, elles se ressemblent presque les 3. Il y en a 2, c'est les 2 mêmes, celle de mon petit frère et la mienne. Et celle de mon père, c'est la génération juste avant, mais c'est le même moteur, même boîte, c'est les mêmes amortisseurs. Donc, ouais, c'est quelque chose de facilité. Et puis, étant donné qu'on est quand même, ouais, on est vraiment branché course, on trouvait ça cool d'avoir les trois mêmes voitures. Bon, c'est pas tout à fait les mêmes. On travaille, on voudrait bien avoir les 3 exactement les mêmes pour que ça fasse un team, un team de course comme on a l'habitude de voir en circuit. Puis les gens sont toujours un peu surpris de voir presque les mêmes décos, mais sans être les mêmes. Et puis voilà quoi. Donc on aime bien l'esprit, on va dire, familial dans les courses de côte, quoi. Ah bah là, on peut pas faire mieux niveau compétition familiale. Ça doit être sympa quoi, de se tirer la bourre aussi entre membres de la famille. De temps en temps, ça doit donner lieu à des conversations sympas, quoi. Bon, du coup, en 2019, tu étais sur le challenge, tu termines 3e, même si tu as dû faire l'impasse sur certaines courses aussi. Pardon. En 2020, tu avais prévu quoi, Ludo? En 2020, normalement, c'était prévu, c'était pas normalement, c'était sûr. Moi, je pouvais pas me rengager au championnat parce que, en fait, je partais en circuit sur un championnat, sur le championnat Peter Otto de Oldtimer. Et puis, donc, il y avait 6 courses, plus Le Mans Classique, ça faisait 7. Et il y avait beaucoup de clash avec le championnat de France de la montagne. Et puis, vu que c'était une opportunité que mon patron m'a offert de rouler avec lui sur tout le championnat avec des voitures de folie, j'ai pas pu, je pouvais pas dire non. Et puis voilà quoi. Et puis donc du coup, c'était plus axé circuit avec peut-être 4-5 courses de côte, mais voilà, c'était un peu ça l'idée quoi. Mais maintenant, c'est un peu plus compliqué, quoi. Eh oui, maintenant, là, pour le coup, n'importe quelle course, on l'apprend. Tourneuse à gazon, tout ce qu'on Voilà. fait, on l'apprend, il n'y a pas de souci. Alors, justement, avant de terminer, Ludo, mais c'est vrai que tu as fait quelques piges en circuit, du coup, par l'intermédiaire aussi des opportunités qui t'étaient données. Parle-nous-en un petit peu de ces aventures en circuit que tu as fait dernièrement. En fait, c'est parti en fin 2017 où j'ai mon patron qui a eu un petit problème et puis il n'a pas pu faire la course. Et donc, du coup, il m'a demandé de le remplacer au pied levé. Et en fait, on était au Castellet, c'était une course de 2 heures avec une
Corvette C1 de 1960. Donc, ouais, frein à tambour, ouais, c'est un peu vieille C'est pas la F3 là pour le Non, coup. c'est pas la F3. Donc, et puis en fait, ça s'est vraiment super bien passé. On était 80 au départ. Je dois finir 35e, premier de catégorie avec l'indice de performance parce que c'est une voiture puissante mais lourde. Donc, du coup, il y a 2 classements. Donc, premier de la catégorie. Et puis après, en fait, suite à ça, il avait décidé l'année d'après de faire 4 courses, dont le Mans Classique avec la voiture. Et puis en fait, j'ai fait les courses avec lui, partager le volant. Donc c'était course de 2 heures en général. Et puis en fait, au Mans Classique, j'ai fait une petite touchette, donc la voiture un peu abîmée. Et puis mon patron, il a décidé vraiment de se lancer dans ces courses de vieilles voitures. Et puis, donc, il a fait l'acquisition d'une Cobra Daytona, un coupé Cobra Daytona de 65, pardon. Et puis, en fait, on a fini le championnat avec ça. Et puis, c'est une bagnole, c'est juste d'enfer, un gros V8 américain. Et puis voilà, vu qu'on se complète bien, c'est-à-dire que lui, il est, on va dire, assez économe au niveau des pneus, essence et puis des freins. Et puis moi, je suis un peu plus brutal. Et puis à la fin, ça fait toujours des classements sympas. On a fait le Castellet sur 90 bagnoles, sur 90 voitures, on finit 15e. Donc ouais, c'était sympa. Donc du coup, cette année, c'était vraiment la vraie saison dans ce championnat-là avec ces 6 courses plus le Mans Classique. Et le Mans Classique, on faisait ça avec une autre voiture aussi, avec un Proto Inaltera de 1976 qu'on devait aussi se partager. Et puis, pour vraiment se faire plaisir sur une belle course, c'était un peu le but, quoi. Sauf que maintenant, toutes ces courses-là du début de saison, elles ont été reportées à 2021 pour l'instant. Et oui, oui, on l'a vu avec notamment le Mans Classique qui avait été reporté. On l'a vu malheureusement. Bon, bah écoute, on te souhaite en tout cas de retrouver, quel que soit l'auto, le plus rapidement possible les chemins de la course. Et moi, je te remercie d'avoir accepté de répondre à mes questions. Reste avec nous, comme Clément, pour la suite de cette émission. Je vais me tourner maintenant vers notre troisième invité. Il s'agit de Billy Ritchen que vous avez reconnu bien évidemment à l'écran. Alors, Billy, on va revenir un petit peu toi aussi sur ta carrière. Toi, ça y est, tu as commencé par le kart. Tu as eu une période assez importante en karting avec même des grosses performances. Parle-nous-en un petit peu de ton début de carrière sur 4 roues. Alors, en karting, c'est vrai que j'ai débuté assez tôt, de l'âge de 8 ans vers 10 ans. J'ai fait à peu près 2 saisons d'entraînement. Et parce qu'à l'époque, on n'avait pas le droit de faire de compétition avant 10 ans. Et j'ai attaqué en minime à l'âge de 10 ans. Et j'ai commencé une année un petit peu d'apprentissage à faire des courses dans la région. Et ça s'était pas trop mal passé. Du coup, l'année d'après, on a essayé de faire du championnat de France. Et puis, à l'époque, le championnat de France était très relevé en minime. Et c'est vrai que on se battait contre les Kevin Estre, il y avait Nelson Pensatici, voilà. Il y avait vraiment des grands noms du sport automobile à l'heure actuelle. Et je ne sais plus, je crois que j'avais fini 5e de 2 têtes du championnat de France. Et après, on était reparti en cadet, pareil, et ainsi de suite. Et en cadet, l'année-là, j'ai réussi à faire 3e du championnat de France. De souvenir, le premier, c'était Kevin Estre. Deuxième, c'était Mathieu Arzeno. Donc, 3e moi. Et 4e, Nelson Pensatici. Donc, un beau palmarès, quoi. Ça va, ça va. C'était plutôt sympa. Il y avait des personnes comme Romain Grosjean qui étaient avec nous. Voilà. Je veux dire, on roulait vraiment avec des grands noms. Et après, je suis parti un petit peu sur des plateaux internationaux où j'ai fait un petit peu le championnat d'Europe, des courses préparatoires championnat du monde. Et puis là, c'était un peu compliqué concrètement. Voilà. On manquait vraiment de budget, de roulage. Et donc, ça s'est vite arrêté. Et je pense que j'ai roulé jusqu'à l'âge de 17 ans à peu près en karting. Et concrètement, c'était très compliqué à gérer la vie professionnelle, entre guillemets, enfin la préparation de la vie professionnelle avec l'école et le karting. Puisque le karting, quand on partait, c'était plus d'une semaine de course pour chaque meeting. Donc, je loupais à chaque fois l'école, rattrapé. C'était un week-end tous les 15 jours de course. Donc, ouais, c'était très compliqué, quoi. Ouais, bien sûr. Et puis surtout, à ces niveaux-là, ça commence à devenir quand même de plus en plus poussé. Donc, il faut des budgets, il faut des moyens techniques et financiers pour rouler au plus haut niveau, quoi. Ça, c'est clair. Alors, du coup, toi, tu décides de t'orienter à un moment donné vers la course de côte, hein. Ça, c'est dans les gènes familiaux.
Et tu démarres en 2007 avec, si je ne dis pas de bêtises, hein, mais il me semble bien, avec la Formule Renault qui te permet de devenir meilleur espoir du championnat. Bon, on peut difficilement faire mieux pour une entrée en matière, non? Oui, alors c'était en 2006 de souvenir parce que 2006, pardon. à la base, cette Formule Renault, c'était pareil. Je l'avais acheté en 2005, fin du championnat. C'était une 2005 et je devais faire le championnat suisse de Formule Renault avec cette voiture. Et pareil, manque de budget, c'était très compliqué à boucler le truc. Donc, je me suis orienté vers la compétition course de côte parce que, pareil, mon papa faisait ça. Donc, j'étais un petit peu attiré par ça. Donc, j'ai fait une année un petit peu d'apprentissage. Je venais de nulle part, hein. J'avais 18 ans, le permis. Donc, j'ai fait une année de course de côte vraiment pour tout apprendre. Et la deuxième année, j'ai gagné du coup Challenge Sport. Donc, c'est vrai que c'était vraiment quelque chose de fantastique pour moi, hein. J'y croyais pas trop. Au bout de 2 saisons, c'était vraiment top, quoi. J'ai pris vraiment énormément de plaisir, quoi. Bon, et puis l'année d'après, tu changes de dimension, je dirais, on s'en souvient, parce qu'en 2008, tu arrives avec une F3000, une Lola, avec notamment le concours à l'époque de Licky Moly. Et voilà, tu arrives dans la grande famille, je dirais, des F3000 à l'époque. Ça fait quoi d'arriver comme ça? C'est ta deuxième ou troisième saison en montagne, et là, tu es tout de suite avec une auto qui potentiellement, même si voilà, jouer la gagne à ce moment-là, il y avait du très très lourd devant. Mais voilà, jouer les grosses performances scratch, ça pouvait être possible. Ça te fait quoi, toi, à ce moment-là, d'arriver avec cette auto? Ah, à ce moment-là, c'était quand même, en parlant un petit peu, ouais, c'était un peu cru, mais c'était flippant, hein, vraiment, hein. Je veux dire, je suis parti là-dedans, les yeux fermés. J'avais beaucoup de personnes autour de moi qui m'ont poussé à faire ça, dont Lionel Régal. Et Lionel m'a dit non, il faut y aller, il faut essayer. Donc j'y suis allé, mais c'était pas facile. Franchement, c'était une expérience qui était quand même très compliquée. J'ai pas fait le bon choix de voiture non plus. Concrètement, la Lola, c'était pas du tout le châssis qu'il fallait prendre. Je pense qu'on a vu Alban s'est cassé les dents aussi dessus. Voilà. Moi, j'avais pas forcément le budget pour acheter une Reynard. Le manque de pièces me faisait un petit peu peur, donc je suis parti dans la Lola et voilà, c'est ce qui m'a un petit peu ruiné ma partie F3000 parce que concrètement, c'était, je crois, 5 ans de souvenirs de F3000, mais 5 ans de galère, quoi. Je veux dire, entre les soucis de voiture, les manques de perfo, j'ai perdu vraiment confiance en moi. C'était vraiment très compliqué, quoi. C'était pas un passage vraiment top dans ma carrière, entre guillemets, de course de côte, quoi. Et est-ce que justement, avec un peu de recul, tu juges que ça arrivait trop tôt, ou comment tu juges, toi, ça maintenant, avec un peu de recul? Avec du recul, oui. Concrètement, c'était trop tôt. J'étais pas prêt à ça. J'avais vraiment aucun recul sur les réglages de voiture. J'avais le ressenti, mais j'avais aucun moyen de régler ma voiture comme il faut. Personne qui m'aidait. J'étais tout seul. J'avais mes parents. Enfin, on n'était vraiment pas du tout prêt à ça, pas préparé à ça. Alors, effectivement, c'était top pour la suite après, parce que la F3000, tu apprends quand même beaucoup de choses, hein, les vitesses, je veux dire, ça va quand même très très vite. Mais pour la perfo pure du moment, c'était trop tôt. Voilà. Bon, Après, c'est des choix que j'ai fait sur le moment. Je ne regrette pas, hein, mais voilà. en tout cas, ça sonnait du diable. Voilà, ça Exactement. là-dessus, on peut rien dire. Bon, malgré tout, tu vas quand même aller faire un petit peu de pige en Europe, hein, avec la 3000. Et en 2011, tu termines meilleur français du championnat d'Europe de la montagne. Donc, c'est plutôt une bonne fin de carrière en F3000, on va dire. Et par contre, après, tu as décidé de nous quitter, hein. Tu es parti un petit peu de la montagne, tu es parti en rallye. Pourquoi ce choix? Justement, j'ai fait la dernière année en championnat d'Europe. Et donc, je voulais faire le championnat intégral en Europe. Et milieu de saison, j'ai réussi à vendre la voiture. Donc, chose inespérée, quelqu'un m'a acheté mon auto. Du coup, j'ai arrêté le championnat. Et comme je l'ai dit avant, j'ai perdu confiance en moi. J'arrivais plus, je ne savais plus où je mettais les pieds. Et ouais, quand tu n'es plus bien dans la discipline et que tu ne sais pas vraiment comment tu dois faire pour aller vite, je suis parti. J'ai préféré partir et tourner les talons et je me suis orienté vers le rallye. Chose qui m'attirait aussi parce que c'est des belles autos, on roule beaucoup. Et du coup, j'ai acheté une Clio R3 à Jean-Michel Raoult qui avait gagné le championnat IRC. Et je l'ai racheté après le rallye de Chypre. Et je me suis monté un petit programme sympa. Et franchement, j'ai pris plaisir. Premier rallye, de souvenir, je fais premier des deux roues motrices et 10e au scratch, je crois, sur la neige. Donc c'était super sympa. J'ai pris beaucoup de plaisir, mais j'allais vite, mais pas longtemps en fait. C'est ça le gros souci. C'est que je sortais souvent, quoi. Ouais, ouais, ouais. Et puis les sorties en rallye, ça coûte vite de l'argent, quoi, parce que il y a plus de bornes, il y a plus de tout ça. Ouais, c'est sûr que Ouais, et puis les c'est pas évident. voitures, c'est comme une monoplace, hein. Tu arraches une roue, là, t'enlèves beaucoup, quoi. T'enlèves un côté de caisse, enfin voilà. Et ça m'est arrivé quand même, j'ai fait 2 grosses sorties où voilà, ça m'a un petit peu freiné. Et à la fin de la deuxième saison de rallye, j'ai réussi à vendre cette voiture.
Du coup, j'ai réussi à vendre un peu tout le lot et j'ai un partenaire qui m'a relancé, qui m'a dit, écoute, ça t'intéresserait pas de revenir en course de côte? Moi, ça me plaît mieux. Là, le rallye, ça me correspond pas trop. Et puis toi, je pense que c'est ce qu'il te faut. Du coup, je me suis relancé là-dedans et j'ai acheté la voiture, donc l'ancienne voiture de Vincent Crégnot, la Dallara 303, celle que Clément a maintenant derrière lui. Ah oui, du C'était ma... coup. Eh oui, oui, Voilà. elle a changé de propriétaire. Ça y est, j'avais oublié cette étape-là. Bah, au moins, tu la revois, tu vois, à défaut de la voir, tu peux Ouais, prendre il des en prend soin. nouvelles. Ouais, il a l'air d'en prendre soin. D'en prendre bien soin. Alors, justement, tu arrives enfin, tu reviens en 2014 en F3. 2014, ça se passe pas très très bien avec notamment cette casse moteur à bagnole qui ruine un peu les espoirs de retour. On va passer rapidement sur 2014. Je pense que ça te dérangera pas. Et 2015, bah là pour le coup, du coup, tu remportes le Challenge Open F3. Comment toi tu vis cette saison 2015 de ta vraie saison de retour, quoi, entre guillemets, on va dire ça comme ça. Bah, concrètement, j'ai pris un grand pied. C'était génial, c'était une super saison, la voiture était top et j'ai retrouvé goût au pilotage. Donc, tu vois, ce que j'ai perdu en partant de la F3000, eh ben, j'ai réussi à retrouver ce goût, à trouver ce plaisir, à arriver avec le sourire à la fin des montées, à la fin d'un week-end et pas être embêté, avoir une voiture précise, quand même pointue. Et franchement, c'était génial, quoi. C'était vraiment le retour aux sources et ça m'a redonné envie de rouler en course de côte et de réévoluer et de reprendre vraiment goût à ce plaisir de pilotage. Franchement, pour moi, c'était le top, quoi. C'était Bon, et vraiment top. d'ailleurs, du coup, à l'issue de cette saison, il te vient un projet en tête, puisqu'à l'époque, on est encore calé sous la réglementation CN+. Tu te dis, bah, pourquoi pas franchir le pas et passer en 4 litres. Ça se fait pas pour des questions de budget. Par contre, tu décides quand même d'acheter une nouvelle auto et tu passes à vraiment une F3 de toute dernière génération. C'est la Dallara F311. Là, pour le coup, on est vraiment sur en 2016, on était sur un peu le top de ce qui se faisait. Et là, bon, pour le coup, ta saison 2016, donc tu es en plein réglage, quoi. Tu apprends cette voiture. Mais en 2017, par contre, bah, ça va te permettre quand même de reconquérir le titre. Et là, après, depuis, bah, tu es invaincu sur le Challenge Open en Formule 3. Comment tu vis cette nouvelle carrière en Formule 3 en tant que leader de file de la F3? Ah, c'est vraiment sympa. Après, pour revenir au CN+, c'est vrai que c'est un projet qu'on avait monté, qu'on avait bien ficelé. Tout était ficelé avec Norma, avec le partenaire, tout était prêt. Et au dernier moment, le partenaire m'a lâché. Du coup, je me suis retrouvé début de saison sans auto, sans programme. Et il m'a fallu acheter une auto. J'ai réussi à trouver cette 311. Et Ludo m'a même aidé à aller la voir. Voilà, c'était vraiment chouette. Et cette voiture, bah, pareil, voilà, première année, j'ai eu un petit peu embêté avec le moteur, souci de réglage et tout. Deuxième année, ça s'est super bien passé, on a fait des bons résultats. Et concrètement, cette catégorie F3, elle me correspond bien parce que je pourrais viser plus haut et tout ça, mais je ne sais pas si j'en ai à l'heure actuelle les capacités logistiques à faire fonctionner une plus grosse voiture. Et si c'est pour faire quelque chose à moitié, je n'ai pas forcément envie non plus. Et cette catégorie F3, elle est top. Les voitures, elles sont géniales. Franchement, quand on a roulé une F3, c'est pointu, c'est vraiment top à régler. Et je pense que c'est une catégorie qui me correspond bien à l'heure actuelle. Et c'est pour ça que j'essaye de continuer là-dedans. Et c'est pour ça qu'aussi, après la 2011, j'ai franchi le cap en essayant de passer avec une 2012. Une auto aussi assez nouvelle, hein, complètement une autre génération, avec d'autres réglages. C'était aussi un petit peu un nouveau challenge. On a réussi à gagner le titre aussi la première année du coup avec cette auto. Donc ça, franchement, c'était un truc de folie. Je Et pensais vraiment pas. le titre DE aussi au niveau du trophée FFSA, hein, pas que voilà, en Donc, l'absence des franchement, 3000. pour moi, c'était inespéré, hein. Cette première année avec la 2012, c'était inespéré. Et l'année dernière, du coup, ben, avec la même 2012, on ne savait pas trop comment faire. Voilà, j'avais envie de passer avec la bride de 28. L'opportunité n'a pas pu se faire parce que je n'ai pas réussi à vendre mon auto. C'était assez compliqué. Et puis, pour autant, bah, il fallait que je fasse rouler l'auto pour la montrer, la faire gagner et puis essayer de la vendre. Donc, on a essayé de faire un programme, mais pas forcément complet. Parce que justement, en milieu de saison, on était en pourparlers pour acheter cette nouvelle voiture qui est actuellement dans l'atelier. Donc, on a un petit peu laissé de côté la fin de saison, notamment à Champs-Rousse, par exemple, où bah, le week-end de Champs-Rousse, je suis allé acheter ma nouvelle voiture. Voilà. Et le fin de saison, Limonest, pareil, où je ne suis pas allé parce que, ben, avec ces systèmes de points, les 5 premiers sont prioritaires. Et moi, je rêve de faire une finale.
Vraiment. J'aimerais vraiment en faire une. Donc, du coup, j'ai volontairement un peu laissé de côté mon fin de saison pour perdre des points, pour être plus loin au classement et puis être pilote prioritaire. Donc, ce qui est le cas puisque j'ai fini 8e. Et donc, du coup, voilà, 2020 annonçait quelque chose de plus sympa, quoi. Et ouais, un peu de stratégie ne fait pas de mal. Et du coup, alors tu m'as coupé l'herbe sous le pied parce que j'allais te parler de 2020. Il y a des nouveautés hein, du côté de chez Billy Ritchon en 2020. Oui, alors du coup, 2020, pour moi, c'était vraiment un total changement, hein, puisque déjà, au niveau de la voiture, on a réussi à acquérir donc une 317 avec un moteur version 2019. Donc, du coup, là, pour le coup, on est vraiment dans les voitures qui roulent actuellement. Donc, j'ai vraiment énormément de chance d'avoir une auto comme ça à la maison. De plus, c'est l'ancienne de Mick Schumacher qui a roulé chez Prema. Donc, niveau palmarès et niveau notoriété de la voiture, je pense que là, on est plutôt bien, hein. Donc, je suis Bah, elle est assez. championne en plus cette auto, hein, si je dis pas de bêtises. Alors, c'est la 2017, parce C'est que la la 2010 2017. Ok. avec laquelle il a gagné, c'est lui qui l'a dans son musée personnel. Ok. Il l'a racheté. Voilà. Mais ça fait rien. C'est celle de Mick Schumacher quand même, et c'est celle où en 2018, Marcus Armstrong a roulé avec. Voilà. Ok. Et donc, j'ai réussi à acheter cette auto fin d'année dernière, et voilà. Donc, c'est vraiment là pour le coup le top, quoi. Je suis vraiment ravi d'avoir cette auto. Ah bah là, pour le coup, ouais, là, on peut difficilement faire plus moderne en F3. Donc là, bon, c'est clair que c'est une top auto. Donc ton programme, du coup, pour 2020, c'était de rouler avec cette 317 et de faire l'intégralité du championnat, du coup? Oui, alors voilà, donc c'était quasiment l'intégralité du championnat de France. Et en parallèle de ça, faire quelques régionales pour essayer de se qualifier et faire la finale. Voilà. Donc pour moi, c'était vraiment ça l'objectif, jouer sur les deux tableaux. Parce que comme dit, cette finale, j'en rêve depuis vraiment quelques années. Et puis, ou quand j'étais qualifié, je vendais l'auto, ou alors je n'étais pas qualifié. Donc c'est vrai que là, vraiment, j'ai envie d'y aller, quoi. Bon, ben écoute, on te souhaite. Alors, ce ne sera pas du coup pour 2020, hein, malheureusement, parce Non. qu'on l'a appris il y a quelques temps. La finale de la Coupe de France a été décalée à 2021. Mais bon, écoute, on te souhaite de réaliser ce rêve et bien évidemment de la gagner, hein, parce que j'imagine que c'est ça l'objectif. Hein, c'est pas d'aller au village des Zaza pour boire des coups. Hein, c'est plutôt de gagner cette finale. Bon, super Billy, merci beaucoup d'avoir été à mes côtés. Messieurs, vous le savez, c'est l'heure du quiz. J'espère que vous êtes prêts. J'espère que vous avez révisé aussi bien vos classiques sport auto que course de côte. Je vois que Ludovic a un peu la pression. On dirait qu'il a l'air serein. Bon, je vous souhaite bonne chance en tout cas. On va commencer. On va découvrir un pilote de course de côte. Quelqu'un qui roule actuellement en GT. Il est connu pour rouler sur des véhicules de la marque Porsche notamment. Il est le champion d'ailleurs en GT de série en 2019. Est-ce que ça vous parle? Oui, quand même. Ouais, bah vas-y. Fred. Voilà, c'est ça, Fred Santarelli, exactement. C'était la bonne réponse. Du coup, j'en profite pour vous le dire, mais la réponse était facile à trouver. Frédéric Santarelli qui sera à nos côtés dans une prochaine interview. Donc, restez connectés, bien évidemment, pour la découvrir. Deuxième question, messieurs. Je vais vous demander de me trouver le nom du champion de France de la montagne en 1969. Ah ouais, il faut creuser un petit peu. Alors là, J'étais pas encore né, mais ouais, là, je pas moi non plus. Moi, j'étais pas né non plus, hein, effectivement. Je te confirme. Question piège. Question piège. Ouais. Ça, concrètement, ouais, c'est une question piège, hein. Je voulais un petit indice. bah oui, c'est toujours bon à prendre. Bon, Ouais. alors, il y a un virage qui porte son nom dans tous les tracés du championnat de France de la montagne. Enfin, pas vraiment un virage, mais un passage mythique. Ah, donc le Tarès. Non. Le Rouveyran. Le Rouveyran, c'est ça. Le Rouveyran, Daniel Rouveyran, bien sûr, champion de France en 69. Alors bon, qui a donné tragiquement son nom, bien sûr, à ce virage, mais qui l'a donné quand même. Donc c'était de lui dont il s'agissait. Messieurs, vous qui êtes pilote de Formule 3, je vais vous poser une question spéciale F3. Hein, logique, vous êtes censés être incollables normalement, les gars, en Formule 3. Il y a deux Français, il y en a seulement deux qui ont été champions de Formule 3 Euro Series. Est-ce que vous savez me dire de qui il s'agit? Le premier, je l'ai. Ouais, c'est Esteban Ocon. Non. Grosjean. Il n'a pas été champion l'année là. Romain Grosjean. Ouais, Romain Grosjean. Et il n'y en a qu'un deuxième, ils sont que deux. Et après. Lapierre, non, il n'était pas champion. Non. Non. Alors, Grosjean, c'était en 2007. Ça peut vous donner un indice. C'est celui dont on parle. C'était 2009.
Bianchi. Exactement, bien. Jules Bianchi. Jules Ah, puis Bianchi. j'ai sa voiture. Bah, je devrais être champion. Là. Ah ouais, bah ouais, voilà. C'est vrai, c'est la tienne d'auto que tu as, Ludovic? Ouais. D'accord, ok. Bon, bah voilà, bah, écoute, là, normalement, il n'y a pas de. Il y a plus de raison, tu es obligé d'être champion avec. Voilà. C'est le pilote qui ne joue pas encore. Là. C'est ça, exactement. Bon, quatrième question, pardon. On va essayer de trouver un tracé du championnat de France de la montagne. Un tracé court, un tracé qui glisse beaucoup. Ça sent l'été en général. Quand on y va, c'est un peu les vacances, quoi. Ça a déjà commencé pour certains. Est-ce que ça vous parle? Oui. Ouais. Junior. Ouais. Ouais, Ouais. c'est ça, Dunière, effectivement, Dunière en Auvergne, dont on attend des news, bien évidemment, qui ça glisse souvent, hein, à Dunière, effectivement, le tracé n'est pas ultra abrasif, on va dire. Donc, c'était bien sûr la bonne réponse. Dernière question, messieurs. Est-ce que ça vous parle si je vous parle, bien sûr, du Grand Prix de France de Formule 1 en 1979? Il y a eu une bagarre mythique lors de ce Grand Prix à Dijon, entre Gilles Villeneuve et René Arnoux. Alors Non, moi, vous ça me avez parle pas. c'est vrai, Non. cette bagarre mythique roue dans roue pendant des tours et des tours. Non, ça vous parle pas? Non, pas du tout. Clément, toi non plus? Non. Ah bon, bah alors ça va être compliqué parce que je voulais vous demander, malgré cette bataille qu'on connaît, que beaucoup connaissent, qui avait remporté ce Grand Prix, parce qu'il y avait un petit piège. Mais bon, du coup, si ça vous parle pas, je sais pas si on va Voilà. pouvoir On compter a une sur chance vous. sur deux. Quoi. De quoi, Ludo? Pardon, excuse-moi. On a une chance sur deux. Ouais, c'est ça. Enfin, ou pas, parce que pour le coup, il y avait un petit piège. Donc, c'était ça l'idée. Non, c'était Jean-Pierre Jabouille qui avait remporté ce Grand Prix. Voilà, c'était la première victoire de Renault en Formule 1. Et c'était la réponse qu'on cherchait. Bon, bah, dès qu'on a terminé, vous allez sur YouTube, les gars, vous tapez Arnoux Villeneuve Dijon 79. Et puis j'essaierai de vous interroger sur une manche du championnat de France de la montagne pour savoir si vous avez bien appris. Bon, merci à vous les gars d'avoir été à mes côtés. Ça m'a fait vraiment plaisir de vous avoir. Le petit mot de la fin, comme traditionnellement, je vais vous le laisser, Ludovic, si tu veux rajouter un petit truc pour terminer cette vidéo. Déjà, restez chez vous pour qu'on puisse reprendre les courses le plus rapidement possible. Et puis, ma foi, je pense à tous les organisateurs qui avaient prévu ou déjà même commencé des choses où c'est embêtant pour eux. Et ça, c'est toujours embêtant pour eux, pour nous. Et puis, moi, je remercie déjà toi pour cette interview, mes deux collègues ma foi, je voulais pas faire de championnat avec eux cette année, mais l'année prochaine, si je peux, j'en ferai. Et puis, voilà, quoi, essayer de débattre, quoi, c'est le but. Hein, quoi. Et puis, de remercier quand même tous les gens qui m'aident depuis de nombreuses années, c'est-à-dire mes patrons qui me libèrent quand même pas mal de temps aussi pour mes courses, qui sont des gros partenaires pour moi, puis pour en fait un petit peu aussi la famille, pour le Team Cholet. Et puis, je remercie ma copine qui me suit, qui me supporte beaucoup, je pense, même si je suis une crème. Et puis à mes parents qui me transportent, qui m'aident beaucoup aussi dans la maintenance de la voiture ou du transport, qui m'aident de tout temps. Donc, merci à toutes ces personnes-là. Clément, ton mot de la fin? Eh ben, pareil, hein, faut qu'on soit tous unis, on va dire, dans l'attente. Hein. On peut pas, pour l'instant, on ronge notre frein, tout ce qu'on en est. On espère que ça va se décanter rapidement et puis qu'on puisse, comme je disais tout à l'heure, poser les roues et faire bondir les moteurs un peu. Là. Ça commence à démanger quand même sérieusement. Je pense qu'on est tous d'accord là-dessus. Maintenant, voilà, on va prendre notre mal en patience et puis on s'occupe en attendant, on bricole. Voilà. Bon, Après, c'est cool. Je voulais remercier aussi tous mes partenaires, mes parents. Pareil, merci de ton initiative aussi. Je trouve que c'est super sympa ces interviews en ligne. Ça permet de patienter de manière un peu plus rigolote, je trouve. Donc, Tout le voilà. plaisir est pour moi. Moi, ça me fait plaisir je préférerais, pour être honnête avec vous, je préférerais vous voir sur les lignes de départ. Hein, mais bon, dans mon salon, c'est pas mal aussi, quoi. Voilà. C'est déjà ça de prix, quoi. C'est déjà ça de prix. Billy, ton petit mot de la fin? Voilà, mes collègues ont déjà dit beaucoup de choses. Hein. Donc déjà, oui, je voudrais vraiment soutenir toutes les organisations, toutes les personnes qui
qui mettent vraiment tout en œuvre pour organiser ces courses et au final, tout tombe à l'eau. Voilà. C'est vrai que c'est un peu dommage pour eux, mais voilà, sachez tous que je pense qu'on on fera tous le maximum pour être là l'année prochaine et puis pour être présent au maximum d'épreuves. Après, c'est vrai que c'est un moment un peu compliqué et je pense qu'on subit un peu tous cette situation. Donc, voilà. Donc là, je voudrais vraiment enchaîner sur ça pour te remercier. C'est vrai que ça dynamise un petit peu ce confinement. Ça rajeunit un petit peu aussi la course de côte. Ça donne un petit peu un nouvel air. C'est vrai qu'on voit sur les réseaux sociaux beaucoup de choses comme ça se font. Et la course de côte, j'étais à 1000 lieues d'imaginer que ça allait se passer. Et au final, je suis agréablement surpris. Donc, vraiment, merci à toi. C'est vraiment top, quoi. Je voudrais quand même remercier un petit peu tous mes partenaires de la saison. Donc, je tiens à remercier vraiment Michelin pour tout le soutien et tout le développement qu'on fait ensemble. Les lubrifiants Seven, la société Bosch, l'agence Europa qui me soutient vraiment énormément, au Puissance 4 pour tout ce qui est la décoration. Et voilà, vraiment mes partenaires, j'y tiens. Et puis mon patron pour toutes les dispos qu'il fait pour moi. Donc c'est vraiment top. Et puis mes parents, et puis surtout ma copine parce que elle subit beaucoup, elle est beaucoup derrière moi et vraiment, je voudrais la remercier. Donc voilà, vraiment toutes les personnes qui sont chères et puis proches à mes yeux pour ces saisons de course de côte. Bah, c'est cool, vraiment, c'est un plaisir à faire ces interviews. J'en profite pour remercier tous les pilotes qui jouent le jeu et merci à vous trois, bien sûr, d'avoir été à mes côtés ce soir. Dernière petite chose, les amis, n'oubliez pas déjà, restez chez vous, comme le disaient nos invités du soir, puisque bien évidemment, je dirais plus sérieusement, vous respecterez ce confinement et plus rapidement, on se retrouvera sur les manches du championnat de France de la montagne. Et puis, j'en profite pour vous le rappeler, l'intégralité des interviews qui ont été réalisées, qui seront réalisées, sont disponibles sur le groupe des Mordus de la course de côte. Merci à vous les gars, à très bientôt, bonne soirée. Salut. Bonne soirée. Allez, les gars, bonne soirée. Salut.